Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour. Oui, alors, c'est quoi le PRCM? Le PRCM est un partenariat régional qui œuvre pour la conservation des zones marines et côtières en Afrique de l'Ouest. Il couvre 7 pays, de la Mauritanie à la Sierra Leone, 7 pays côtiers, y compris le Cap-Vert. Et il intègre plusieurs types d'acteurs, des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Le partenariat PRCM est basé à Dakar depuis 2014, même s'il a été créé en 2003. Et puis, il mobilise environ 80 membres. Et quelles sont les actions justement qui animent la feuille de route du PRCM? PRCM travaille sur différents axes, notamment la protection de la biodiversité marine et côtière, la gestion durable des ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques, la pêche, étant donné son importance socio-économique, l'amélioration de la gouvernance des zones marines et côtières et la contribution donc, dans la lutte contre les effets du changement climatique, les effets de la pollution marine et côtière. Donc c'est vraiment plusieurs axes d'intervention de ce partenariat qui visent toutes à promouvoir un environnement marin et côtier sain, mais aussi productif pour le bien-être des communautés. Parce que l'objectif final, ce sont les communautés côtières, ce sont les populations de ces pays, même si l'entrée et la protection des ressources naturelles, la protection de la biodiversité. Nous sommes ici à Abidjan dans le cadre de la COP 15 sur la désertification. Alors, quel rapprochement vous faites entre les initiatives côtières dans le domaine marin et les avancées de la sécheresse dans les pays? Tout à fait. Nous pensons que la façade maritime est la porte d'entrée aux zones affectées par la dégradation des terres, affectées par la sécheresse. Étant donné qu'au niveau de la mer, nous avons des forêts côtières qui sont en train d'être dégradées. Nous avons de la mangrove qui contribue à l'atténuation du changement climatique et qui constitue aussi un outil de gestion des ressources naturelles. Donc cette mangrove, qui est une espèce et un habitat côtier donc de ces pays-là, mérite une attention dans la mesure, comme je l'ai dit, où il contribue à réduire l'impact du changement climatique et donc par ricochet contribue à la réduction de l'impact de la sécheresse, l'impact de la dégradation des terres. L'agriculture se trouve aussi en zone côtière. La gestion de cette agriculture, la réduction de son impact fait partie aussi des objectifs du PRCM parce que ce sont des infrastructures agricoles qui aujourd'hui présentent des conflits avec les autres usages et présentent aussi des risques en termes d'environnement dans la mesure où ils utilisent des engrais chimiques qui peuvent menacer à la fois les eaux souterraines mais les eaux marines et côtières. Monsieur Ahmed, dans le cadre de la mise en œuvre de votre feuille de route et l'accompagnement projet, alors le levier financier qui est censé accompagner les États à faire face aux érosions côtières et autres interactions liées à la pollution marine. Comment est-ce qu'elle est appréciée au sein de l'organisation? Comment est-ce qu'elle est gérée au sein de l'organisation? Oui, nous essayons de faire des plaidoyers pour les pays auprès des partenaires internationaux afin d'orienter le maximum de ressources vers ces pays qui ont des capacités faibles. Donc dans le domaine de développement, même de projets, développement d'initiatives, de leur mise en œuvre. Mais nous contribuons aussi au renforcement des capacités des acteurs de ces pays, à les mettre en relation entre eux, en coalition, afin qu'ils s'adressent de manière conjointe aux bailleurs de fonds. Nous renforçons nos capacités dans le cadre des négociations internationales sur le climat, sur la désertification, sur la gestion de la biodiversité, parce que nos pays ont besoin aussi de faire entendre leur voix dans les forats internationaux,
Donc notre rôle du partenariat, c'est de promouvoir tout cela. Mais de manière directe, nous essayons de mobiliser aussi des financements à travers des conventions que nous signons nous-mêmes avec des bailleurs et qui contribuent à financer des actions pilotes dans les différents pays à travers la société civile, mais aussi à travers les acteurs étatiques. Donc nous pensons que la question des ressources financières est une question importante parce qu'elle est la clé de la réussite de toutes les actions de protection de l'environnement, de protection des terres, de gestion de la biodiversité. Et donc nous essayons de développer des actions de fundraising dans ce sens. Pouvez-vous nous dire si aujourd'hui les questions liées aux dégradations de terre et l'avancée de la mer sont de façon quantifiée et en termes de mesures d'adaptation, s'il y a des politiques qui sont mises en œuvre? Oui, les pays commencent de plus en plus à maîtriser, connaître l'état de dégradation des terres, dégradation des terres, et avec les outils et les technologies qui se développent. Et ils ont de plus en plus accès à ces outils, à ces technologies, même si pour le moment on ne prend pas encore vraiment la chose à sa juste valeur. C'est une question qui est urgente, c'est une évolution rapide de ces dégradations de terres et de plus en plus on est conscient de l'intérêt d'une bonne gestion des terres, notamment depuis qu'il y a eu ce conflit en Europe qui a montré notre vulnérabilité par rapport et la vulnérabilité de notre sécurité alimentaire par rapport à la disponibilité des produits agricoles qui provenaient en grande partie de ces pays en conflit et notre vulnérabilité par rapport à la disponibilité des engrais qui venaient aussi de ces pays. Et donc je pense que les pays commencent à mesurer l'ampleur des problèmes et commencent à chercher à mettre en œuvre les solutions. Je pense même avant cette guerre, le Covid-19 est venu aussi alarmer sur la nécessité d'avoir une autonomie. Pour avoir une autonomie, il faut avoir des terres agricoles qui sont productives. Et donc, dans ce cadre-là, la protection de ces terres, la lutte contre la dégradation des terres, la lutte contre la sécheresse deviennent de plus en plus des enjeux importants dans les politiques nationales. Et les outils mis à la disposition par la Convention et par d'autres partenaires contribueront certainement à promouvoir cette gestion appropriée, durable des terres productives. Comment est-ce que justement les populations, à travers les communautés locales, la société civile, se retrouvent dans l'implémentation de ces projets? Parce qu'on sait très souvent que les institutions comme la vôtre sont beaucoup trop plus tournées dans l'accompagnement des gouvernements. Par contre, dans le cadre des mesures de terrain, c'est les acteurs locaux qui sont les plus engagés. Tout à fait. Bon, ça passe par la sensibilisation. Nous essayons de faire de la sensibilisation des acteurs, de sensibilisation du public, des communautés. Nous essayons de promouvoir même leur implication dans les cadres de concertation, de définition des politiques. C'est très important que ces acteurs-là puissent contribuer. Nous essayons aussi de promouvoir l'éducation environnementale dans les écoles, mais aussi dans d'autres forats, qui permettent aussi de réveiller les consciences et informer les acteurs, qu'ils soient des acteurs à la base des communautés, mais aussi les représentants de ces acteurs qui sont les élus locaux, les élus nationaux, c'est ces questions-là. Et je pense que plus on renforce les capacités de ces acteurs-là, on va pouvoir influencer les processus et pouvoir donner plus de chances à la réussite des politiques sur le terrain et dans les localités, parce que c'est ça la clé de la réussite, c'est de passer par les localités, par les communautés de base. Et pour conclure, quelles sont les déclinaisons pour les années à venir de votre institution? Nous, en tant que PACM, focalisés sur la zone marine et côtière,
nous essayons de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, marines, mais aussi côtières, y compris les forêts, y compris les terres agricoles côtières. Nous essayons de promouvoir les bonnes expériences, nous essayons de promouvoir la coopération entre les pays, la mise en place de plateformes inter-États qui permettent des échanges d'expériences, mais aussi qui permettent de créer des synergies, de mutualiser les ressources, mutualiser les expériences, afin de passer effectivement de cette étape où nous faisons face à des défis importants ensemble qui sont menaçants pour nous, vers des étapes où nous arriverons à contrôler nous-mêmes les choses et à gérer l'évolution effectivement et l'impact de l'environnement, de l'impact des changements climatiques, de la sécheresse sur les terres, sur nos pratiques, et tout cela à travers effectivement la promotion de bonnes pratiques et la mise en œuvre de bonnes politiques. Nous avons parlé des aspects financiers et de la gouvernance régionale. Mais quelle est la place que des institutions comme l'Union africaine, la BAD, qui sont censées accompagner des politiques au niveau sous-régional, parce qu'il ne faut toujours pas tendre la main au niveau international. Quand on parle international, c'est hors continent africain, pour accompagner les politiques au niveau des États. Oui, nous avons parlé tout à l'heure de la mutualisation des ressources et puis de le partage d'expériences. Et je pense que les organisations internationales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient des organisations politiques comme l'Union africaine, CEDEAO, l'IMOA et autres, ou bien des institutions financières comme la BAD, peuvent constituer des leviers pour cette mutualisation des ressources et permettre effectivement de créer des synergies entre les pays, entre leurs politiques, d'harmoniser les interventions, d'appuyer même sur le plan à la fois politique, mais aussi à la fois technique et financier, donc les pays individuellement, afin qu'ils puissent mettre en œuvre leur propre plan d'action, leur propre activité, mettre à l'échelle les expériences pilotes développées. Et je pense que des instruments financiers mis à disposition par la BAD peuvent contribuer à cela. Des décisions politiques prises par la CEDEAO ou l'Union africaine peuvent contribuer aussi à renforcer les chances de réussite des plans d'action sur le terrain.